C'est une première depuis 2018, les États-Unis ont basculé ce mercredi en plein shutdown, une situation qui arrive lorsque les républicains et les démocrates n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le budget. Résultat, l'État a dû fermer une partie de ses services jugés non essentiels et des centaines de milliers de fonctionnaires ont été mis au chômage partiel. Mais alors d'où vient cette paralysie et pourquoi certains accusent Donald Trump de se servir de ce pouvoir comme d'une arme politique? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. Je tourne exceptionnellement aujourd'hui à la place d'Hugo, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Avant de rentrer dans des questions de stratégie politique, qu'est-ce que c'est un shutdown? Eh bien, il s'agit d'une particularité du système politique américain qui n'existe pas en France. Concrètement, un shutdown signifie que le gouvernement américain est bloqué ou qu'il ferme ses portes. Il se produit lorsque le Congrès, donc l'équivalent en France du Parlement, échoue à adopter le budget fédéral ou une loi de financement temporaire. En fait, un peu comme en France, justement, chaque année, le gouvernement américain doit faire voter son budget. En France, si le budget n'est pas adopté, l'administration continue généralement de fonctionner grâce au principe de continuité de l'État. Mais aux États-Unis, si le gouvernement n'a pas d'autorisation de dépenser, il doit cesser toutes ses activités dites non essentielles jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé, et c'est donc ce qu'il s'est passé ce mercredi, et vous vous en doutez, les conséquences sont massives. Le bureau du budget du Congrès américain estimait que 750 000 travailleurs seraient mis au chômage partiel et seraient donc dans l'impossibilité de travailler et d'être payés, le temps que le gouvernement trouve un accord. Très concrètement, les fonctionnaires de musées, de parcs nationaux et la plupart des agences de l'État ont par exemple dû fermer ou sont en train de le faire le temps du shutdown. La justice pourrait également ne plus fonctionner correctement et le versement de nombreuses aides sociales va être suspendu ou fortement retardé. Les fonctions jugées vitales pour le fonctionnement de la nation, comme les forces de l'ordre, l'armée ou encore les travailleurs des hôpitaux publics et les pompiers, continuent de fonctionner. Mais si le shutdown dure, ces fonctionnaires ne seront pas payés tant que le blocage n'est pas levé. Alors ce n'est pas la première fois qu'il y a un shutdown aux États-Unis, c'est même le 22e depuis le premier en 1976. Le dernier avait d'ailleurs eu lieu sous le premier mandat de Donald Trump entre décembre 2018 et janvier 2019 pour une durée record de 35 jours. Selon le bureau du budget du Congrès américain, ce shutdown avait réduit la production économique du pays de 11 milliards de dollars, dont 3 milliards que l'économie n'a jamais récupéré. À l'époque, le gouvernement de Donald Trump réclamait 5,7 milliards de dollars pour construire son mur à la frontière mexicaine, mais les démocrates avaient catégoriquement refusé avant qu'un accord ne soit finalement trouvé avec un budget revu drastiquement à la baisse. Mais alors quel est le point de blocage aujourd'hui? Il n'y en a évidemment pas qu'un seul, mais les démocrates et les républicains, les deux partis majoritaires aux États-Unis, sont aujourd'hui notamment en désaccord sur un point. En gros, le gouvernement, qui est donc composé de républicains, donc le camp de Donald Trump, a proposé un budget, mais les démocrates, donc le camp de l'ex-président Joe Biden, ne sont pas d'accord avec toutes les propositions de ce budget. Ils souhaitent notamment obtenir le rétablissement de centaines de milliards de dollars concernant les dépenses dans la santé, ce que les républicains refusent. En contrepartie, les républicains avaient donc proposé de prolonger le budget actuel jusqu'à fin novembre, avec l'objectif affiché de trouver un compromis, mais les démocrates ont refusé, ce qui a mené au shutdown. En fait, aux États-Unis, il est assez courant que les deux partis menacent de provoquer un shutdown pour mettre la pression lors des négociations budgétaires. L'idée, c'est d'utiliser ce blocage comme un levier pour faire accepter leurs propositions. Et dans la plupart des cas, le shutdown est finalement évité parce que le coût économique et politique est trop important. Mais cette fois-ci, les négociations ont échoué et le gouvernement s'est retrouvé bloqué. Et le shutdown a donc bien eu lieu. Et quand ils arrivent, ces shutdowns sont historiquement plutôt mal vus par la population pour les raisons qu'on a déjà évoquées. C'est pourquoi les deux camps s'accusent d'être responsables de ce blocage. Donald Trump affirme, je cite, que les démocrates veulent donner l'argent de la couverture santé aux étrangers illégaux et ouvrir les frontières aux criminels du monde. Une combinaison mortelle car tout le monde viendra. Son vice-président J.D. Vance avait lui affirmé peu avant le blocage, je cite, que les démocrates mettent un pistolet sur la tempe des Américains. De leur côté, les démocrates accusent eux Donald Trump de se servir de ce blocage comme d'une arme pour continuer sa politique et renforcer son parti. Donald Trump a plusieurs fois fait allusion à son intention de profiter du gel de certaines administrations pour accentuer le renvoi de milliers de fonctionnaires fédéraux, ce qui avait déjà été entamé en début d'année avec la commission Dodge d'Elon Musk. Ce jeudi, Donald Trump a même posté sur son réseau social un message affirmant, je cite, avoir une réunion pour déterminer quelles agences il faudrait supprimer et si ces réductions seront temporaires ou si elles seront permanentes. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier dernier, son administration a déjà licencié environ 60 000 fonctionnaires et 150 000 fonctionnaires vont quitter leur poste cette semaine dans le cadre de départs anticipés organisés par Elon Musk, selon le New York Times. En tout cas, un nouveau vote devrait avoir lieu ce vendredi soir à l'heure où je tourne ces actus. Il n'a pas encore eu lieu, mais d'après les experts, aucun accord ne devrait être trouvé et le shutdown devrait donc être prolongé au moins jusqu'au début de la semaine prochaine. On vous tiendra au courant et en attendant, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Samy et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'Allemagne et la Belgique ont été touchées dans la nuit de jeudi à vendredi par des survols de drones suspects. Selon la chaîne de télévision belge VRT, une quinzaine d'appareils ont survolé la base militaire belge d'Elsenborn, située près de la frontière allemande, vers 1h45 du matin. Ces derniers jours, d'autres pays européens ont connu des situations similaires comme la Pologne, la Roumanie, la Lituanie
et le Danemark. Fin septembre, 3 avions militaires russes ont même pénétré l'espace aérien de l'Estonie. Ces intrusions, qui pour certaines sont suspectées d'être liées à la Russie, interviennent alors que Vladimir Poutine a déclaré ce jeudi, lors d'un forum de discussion, qu'il suivait attentivement, je cite, la militarisation croissante de l'Europe. Il a promis une réponse aux menaces. En fait, les pays européens multiplient les investissements militaires depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. Deuxième actu, au Maroc, le collectif Gen Z 212, qui est à l'origine des manifestations ces 6 derniers jours, a demandé la dissolution du gouvernement dans un communiqué adressé au roi du Maroc, Mohamed VI, ce jeudi. En fait, depuis le 27 septembre, les jeunes Marocains manifestent dans la rue pour réclamer notamment une réforme du système de santé et d'éducation et la fin de la corruption au sein du gouvernement. Et pour la première fois depuis le début du mouvement, le Premier ministre marocain a pris la parole. Il a qualifié la situation d'escalade grave après la mort de 3 manifestants dans la nuit de mercredi à jeudi lors de l'attaque d'une gendarmerie. Il a insisté sur la nécessité d'un dialogue pour répondre aux revendications sociales. De son côté, le mouvement Gen Z 212, qui compte 150 000 membres sur le réseau social Discord, a répondu en exigeant la dissolution du gouvernement qui échoue, selon le mouvement, je cite, à protéger les droits constitutionnels et à répondre à leurs revendications sociales. Parallèlement, à Madagascar, où des manifestations étaient aussi portées par des jeunes de la Gen Z, le mouvement a désigné 8 porte-paroles chargés de transmettre la voix du mouvement sans exercer de pouvoir décisionnaire. Ils revendiquent l'accès à l'électricité et à l'eau, la liberté d'expression et la lutte contre la corruption. Troisième actu, les États-Unis sont en conflit armé contre les cartels de drogue vénézuéliens, c'est ce qu'a déclaré Donald Trump dans une lettre transmise ce jeudi au Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement en France. En fait, depuis fin août, la marine américaine a détruit 3 embarcations présentées comme des navires de trafiquants de drogue au large du Venezuela. Selon Donald Trump, ces bateaux servaient à acheminer de la drogue vers les États-Unis. Mais selon des experts en droit international, ces frappes seraient illégales. En fait, dans la Constitution américaine, donc la norme suprême du pays, seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre et d'autoriser des interventions militaires. Mais il n'a pas été consulté avant ces frappes. La qualification de conflit armé vise donc à justifier les opérations militaires américaines dans les Caraïbes où 17 personnes ont été tuées. Les États-Unis affirment agir pour, je cite, protéger le pays de ceux qui tentent d'apporter du poison mortel sur leurs côtes. De son côté, le ministre de la Défense vénézuélien a condamné jeudi le survol qu'il a qualifié d'illégal de 5 avions de chasse près du littoral. Selon le gouvernement vénézuélien, cela met en danger la sécurité de l'aviation civile et commerciale dans les Caraïbes. Quatrième actu, en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé ce vendredi qu'il n'utiliserait pas l'article 49.3. Cet article de la Constitution française permet au gouvernement de faire passer une réforme sans le vote des députés de l'Assemblée. Selon le Premier ministre, il s'agit d'un outil utile mais qui n'est pas adapté à un Parlement, je cite, renouvelé, pluraliste et divisé. Le budget 2026 devra donc être voté normalement par les députés d'ici le 31 décembre. Alors suite à cette annonce, Marine Le Pen, qui est la présidente des députés du Rassemblement national, a estimé qu'il s'agissait d'un geste, je cite, plus respectueux pour la démocratie que ce qui a pu être fait dans les années précédentes. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a quant à lui salué une vraie évolution tout en craignant que le gouvernement continue, je cite, à caporaliser, donc à diriger le débat parlementaire avec d'autres outils. De son côté, le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard, a affirmé que malgré cette annonce, les élus de son parti déposeront une motion de censure dès la nomination du gouvernement prévue dans les prochains jours. On suivra ça. Cinquième actu, le verdict est tombé ce jeudi pour celui que l'on surnomme le violeur de Tinder, de son vrai nom Salim Berrada. Il a été condamné en appel à la peine maximale, soit 20 ans de prison, par le tribunal du Val-de-Marne. L'homme de 40 ans, de nationalité marocaine, a été reconnu coupable de 13 viols et 4 agressions sexuelles sur des femmes qu'il avait rencontrées sur internet entre 2014 et 2016. La justice a aussi décidé qu'il avait l'obligation de quitter la France. En fait, il se servait de son métier de photographe comme prétexte pour attirer des femmes chez lui en les contactant sur les réseaux sociaux, l'application de rencontre Tinder ou encore via un site de rencontre dédié au mannequinat. Il les forçait ensuite à boire plusieurs verres d'alcool. Toutes les femmes ont décrit une ivresse anormale et rapide et une perte de force avant un rapport sexuel non consenti. Des traces de drogue ont été retrouvées dans l'organisme de plusieurs d'entre elles. À noter que juste avant la décision du tribunal, Salim Berrada a finalement avoué les faits. Et on finit avec cette actu, la 3e et dernière édition du GP Explorer de Squeezie, son événement de course de Formule 4, a débuté ce vendredi et se tiendra jusqu'à ce dimanche au Mans. 24 personnalités du web et plusieurs rappeurs français y participent, comme Amine, Gotaga, Mr V, SCH ou encore PLK. La dernière édition avait eu lieu en 2020.
2023. Alors pendant cette édition, baptisée The Last Race, le public pourra assister aux essais et aux qualifications, mais aussi aux concerts de plusieurs artistes comme SCH ou Vladimir Cauchemar. À noter qu'un album produit justement par SCH, également intitulé The Last Race, est sorti ce vendredi. Il réunit de nombreux artistes comme Gims, Clara Luciani ou encore Theodora. En tout cas, la grande finale est prévue ce dimanche à 18h. Elle sera retransmise en direct à la télé sur France 2 dès 16h50. L'ensemble de l'événement pourra aussi être suivi en live sur la chaîne Twitch de Squeezie. Ce week-end, près de 200 000 personnes sont attendues sur place. Et de notre côté, justement, on sera sur place pour suivre l'événement sur nos comptes Instagram et TikTok. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci Léa pour ces actualités en bref. Merci encore d'être aussi nombreux chaque jour à nous suivre, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok ou encore en podcast et en newsletter. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain.